Bonjour pour cette nouvelle vidéo, donc la 17e, qui va parler de Zazen. Zazen nous vient du Japon, donc comme le terme l'indique, cette pratique méditative fait partie de la grande tradition et très riche tradition du Zen. Voilà. Mais auparavant, j'aimerais rappeler ce que nous avions dit sur sur le bouddhisme des origines. Donc, il y a 2500 ans, qui nous a amené les premières pratiques méditatives, disons avec cette originalité, donc de Vipassana notamment. Donc pendant presque 500 ans, après, disons, la mort du Bouddha, euh, les pratiques méditatives se disons, étaient portées par des ordres monastiques qui, disons, avec l'idée de simplifier au maximum, disons, la vie pour pouvoir se consacrer au, disons, au maximum à la méditation. Donc, ils vivaient souvent en forêt, mais surtout, ces approches, ces voies étaient des voies progressives de purification. Et naturellement, se purifiant, le, le méditant, ou là effectivement donc le moine, progressait pas à pas vers ce qu'on appelle un état d'arat, donc d'éveillé. Mais c'est vraiment une voie progressive, donc de purification, dans lesquelles on enlève en fait les couches mentales qui se mettent devant notre vraie nature. Voilà. Donc pendant près de 500 ans, on était un petit peu dans cet ordre, disons, d'approche, qui était assez proche en fait de la tradition indienne dont il est issu le bouddhisme. Je rappelle que le Bouddha faisait partie en fait de cette tradition indienne au départ, de par sa naissance. Et donc, on pratiquait effectivement beaucoup l'ascétisme, lui-même l'avait pratiqué en forêt notamment, euh, et donc c'était assez naturel d'évoluer vers ce genre de voie. Par contre, dans sa vie, le Bouddha a beaucoup enseigné. Il y a eu plusieurs grands sermons, on a vu le premier, le deuxième grand sermon, etc. Et c'était aussi également un très grand pédagogue qui s'adressait en fait à des tempéraments très très différents. Et certaines personnes, effectivement, peuvent être sensibles, disons, pour un même objectif, ici s'éveiller à notre vraie nature, à d'autres arguments et notamment d'autres manières pour y arriver. Et au début de notre ère, disons des sages, ont repris une partie de ces enseignements qui ont été consignés. Je rappelle, pendant longtemps, effectivement, le bouddhisme s'est simplement transmis, disons, par la parole. Pendant 400 ans, il n'y a pas eu d'écrit. Donc, bon, ça, pour un occidental, disons, ça peut nous amener très vite à la méfiance en disant mais quelle est la valeur après les écrits aujourd'hui. Bon, faut quand même savoir pour ceux qui vont régulièrement en Orient, connaissent bien cette tradition. Même aujourd'hui encore, l'enseignement oral peut être transmis, notamment dans les castes de brahmanes en Inde, et dès le plus jeune âge, euh, les, ces jeunes qui sont pris en main par des maîtres apprennent presque mot à mot, disons des milliers de vers qui sont capables après de réciter sans se tromper. Et donc, je veux bien croire qu'il était tout à fait possible, disons, disons de transmettre un enseignement authentique et le garder authentique pendant 400 ans. Naturellement, ça n'empêche pas qu'il a pu également être un petit peu distorsionné par rapport en fait à des choses qu'on a voulu notamment rajouter. Je pense surtout à tout ce qui tourne autour de la mondanité du monde. L'enseignement profond, je pense qu'il s'est transmis de manière, disons, très précise. Par contre, après, on a mis dans la bouche du Bouddha pas mal de choses, notamment au niveau de ce qui devrait être dans la vie de tous les jours, les femmes, etc. Et là, peut-être qu'il y a un petit peu plus, disons,
On peut être un petit peu plus critique par rapport à certains de ces enseignements. Voilà. Donc, l'enseignement ici, donc, qui va nous intéresser, c'est, disons, à celui qui avance que la nature éveillée du Bouddha est déjà en nous. Alors ça, disons, c'est une vision assez intéressante, hein, assez révolutionnaire, parce qu'en fait, on va pas progressivement essayer, effectivement, disons, disons, d'essayer d'aboutir à quelque chose. On est déjà ce que l'on cherche, hein. On trouve des enseignements un petit peu similaires, hein, naturellement, disons, différents, mais la même idée également en Inde, hein. Donc c'est encore une fois pas, disons, absolument nouveau de dire, hein, les Indiens diront par exemple la Brahman est des jambes, hein. Voilà. Donc, sur quoi on s'appuie, naturellement, on peut se questionner, hein, disons, d'où vient notre tendance naturelle à la plupart, hein, disons, au don, à l'altruisme, etc., hein, quand on laisse faire les choses, hein, et quand on fait appel à ce qu'il y a de mieux en nous. Donc, dans ces enseignements, on va dire, ce sont des qualités du Bouddha, hein, donc on parle de paramitas, hein, souvent on dit, on en compte 6 principaux. Euh, donc ces qualités du Bouddha en nous sont souvent occultées, hein, ou endormies, donc il faut les cultiver, hein. Ces qualités, bon, classiquement on parle de générosité, d'honnêteté, de patience, de courage, de concentration. On retrouve la concentration, ce n'est pas un hasard que j'ai beaucoup insisté au début de ce cycle, cette série de vidéos, hein, sur la concentration. Et naturellement la notion de sagesse, on retrouvera toujours dans le bouddhisme, hein, donc tous les messages d'origine sont toujours valables, à l'impermanence, l'interdépendance, etc., hein, qui nous amènent à une certaine vision du monde. Voilà. Par contre, ce qui va nous intéresser ici, c'est au niveau méditation. Si il existe déjà une nature éveillée de Bouddha en nous, cela veut dire qu'on peut également y accéder directement. Et ça laisse la porte ouverte à ce qu'on appelle, disons aujourd'hui, les voies directes, donc des pratiques méditatives qui essayent immédiatement d'accéder à cette nature de Bouddha. Voilà. Donc, on va voir maintenant comment on peut essayer d'y arriver. Euh, on a vu que disons, cette nature de Bouddha est souvent obscurcie par des voiles, hein, donc dû à l'ignorance, hein, sûrement notre mental qui met couche, etc., sur elle. Et donc, on verra par la suite que on peut y accéder soit par petites touches, hein, on la voit à chaque fois, en fait, qu'on est en pleine présence à l'instant, hein. Comme je viens de le dire, hein, cette nature est recouverte par d'innombrables pensées, hein, on peut résumer le tout par le terme pensée, et donc à chaque fois qu'on met un petit peu de côté ce mental, disons d'une manière ou d'une autre, on verra comment, et qu'on est simplement présent à l'instant, donc par petites touches, on peut avoir de temps en temps, hop, on est dedans. Voilà. On peut aussi parfois soudainement déchirer ce voile et rester pendant un moment plus long, mais directement en pleine présence à cette nature profonde. C'est un petit peu comme si on ouvrait une fenêtre, disons, ou plutôt qu'on ouvrait des fenêtres occultées, hein, donc qui laissent pas passer la lumière, et d'un seul coup, on aurait la pleine clarté du soleil qui rentre. Là, disons par exemple dans la tradition qui nous intéresse, on parlera de satori, hein, de fulgurance, qui va directement nous mettre face à disons, à ce qu'il y a de plus profond en nous, cette fameuse nature de Bouddha, si on prend la tradition bouddhiste. Voilà, donc on va maintenant directement voir Zazen, hein, donc dans son principe, et on va faire une petite pratique. Donc déjà, donc Zazen, comme on vient de le voir précédemment, va s'intégrer dans ce qu'on appelle des méditations de la voie directe, et plus précisément ici, ce sera une méditation sans objet. Si on résume Zazen, c'est simplement être assis là.
Voilà. Alors ça paraît trop simple, euh, et c'est pour ça que c'est difficile. Voilà. Donc l'idée, c'est de ne pas fixer l'attention sur quelque chose, comme on l'a fait. Hein. Donc on utilise la concentration, mais pas précisément, par exemple, sur une zone du nez, etc., ou sur autre chose. Donc, on ne fixe pas l'attention fortement et on reste ouvert et présent à tout ce qui se présente à l'extérieur, à l'intérieur de soi, mais sans s'y engager. Alors naturellement, en pratique, pas évident, hein, puisque simplement rester assis là, essayer. Hein, si vous n'avez pas une petite aide quelconque, très vite vous allez être amené à rêvasser. Hein. Donc le truc de Zazen, c'est d'observer sa posture et le souffle, disons, qui l'anime. Voilà. Donc attention, on est simplement là, pas dans une approche de méditation par objet avec une fixation très forte sur, par exemple, le corps dans sa globalité. Hein. On est dans une sorte de présence détendue à tout ce qui est. Et qu'est-ce qu'il y a là? Il y a un corps, une vie qui l'anime, voilà. Et cette vie qui l'anime, en fait, on pourrait, de manière symbolique mais très simple, hein, on fait toujours en pédagogie des raccourcis, mais ça aide parfois. Bah, cette vie, en fait, si je la résume, j'ai ici mon corps, j'ai un souffle qui l'anime, donc ma respiration, et après, il y a tout plein de choses qui se passent en plus. Hein, donc, euh, j'ai tout plein de sens qui me permettent d'être en contact avec l'extérieur. Donc, écouter, regarder, voir. Un mental qui parle. Et tout ça va générer en moi un monde, disons, de pensée. Voilà. Le principe de Zazen, c'est pouvoir un petit peu séparer tout ce qui est du mental, donc, et ce qui est simplement de la présence, ici et maintenant, une posture et un souffle qui l'anime. Naturellement, donc, on a bien dit, dans Zazen, il n'y a pas une absence de pensée, mais une absence d'engagement dans les pensées. Donc ça, c'est euh, extrêmement important. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer? À chaque fois, à chaque moment qu'on est simplement assis là et présent, on va considérer qu'on vit un moment d'éveil. Donc, c'est assez subtil, hein. On ne cherche pas dans Zazen non plus de grandes expériences, etc. Bien que dans ce type de méditation, on va voir ça par la suite, on peut avoir effectivement ce qu'on appelle des fulgurances, qu'ils appellent satori au Japon, d'accord, comme un petit peu en Inde, quand on parle de samadhi, c'est souvent des expériences qui secouent, d'accord, mais c'est encore une fois, on n'est pas dans un but de recherche d'expériences transcendantes, fulgurantes, extraordinaires. Un vrai pratiquant de Zazen cherche surtout, disons, d'être la présence, être simplement là. C'est vraiment important parce que si on veut commencer à pratiquer cette méditation avec, disons, l'espoir qu'à chaque fois qu'on s'assoit, on va vivre, disons une grande expérience, etc. On va aboutir à la même chose que de ce qu'on avait dit avec Patanjali, en fait, en venant avec trop d'espoir et disons, de volonté à vivre quelque chose de bien précis, on va complètement s'écarter de ce que l'on cherche vraiment. Et ici, ce que l'on cherche, c'est la présence à l'instant. Voilà. Donc c'est très simple en théorie, très difficile en pratique. Comme pour toutes ces méditations traditionnelles, je le répète encore une fois, naturellement, je donne ici des clés, hein, mais si vraiment vous voulez, si cette méditation vous parle, je ne peux que vous, disons, que vous conseiller de trouver une sangha et pratiquer et apprendre effectivement avec un enseignant qualifié. Hein. On on peut facilement se tromper dans ce genre de méditation qui paraissent apparemment simples, mais c'est très profond, quoi. C'est bon, j'ai un petit faible pour cette méditation parce qu'elle correspond assez à ma tournure d'esprit. Personnellement, je la pratique, disons, à la fin de, de ma méditation, toujours.
pendant quelques minutes, puisque pour moi c'est effectivement un éveil au monde à chaque fois, et comme je pratique le matin, après avoir terminé avec Zazen, bah, je me trouve vraiment présent, hein, et c'est vraiment un grand cadeau, cette méditation. Voilà. Donc, ce que je vous propose, donc, c'est de faire une petite pratique, d'accord. Donc, comme ici, la présence, la posture est très importante. Donc là, vous trouverez dans beaucoup de vidéos, vous trouverez dans beaucoup de livres, hein, toute une description de la posture de méditation, comment placer les mains, pardon, hein, dans le zen, c'est la main gauche qui est dans la main droite, les pouces se touchent, etc. Le dos droit, qu'est-ce que ça veut dire, le dos droit, une petite bascule du bassin, la position des jambes, hein. Donc, comme ici, disons, dans cette série de vidéos, je ne veux pas trop pousser vers une posture donnée, hein, je vous invite effectivement, ceux qui veulent vraiment apprendre Zazen, à s'intéresser à la posture. C'est pas neutre, hein. Par exemple, les pouces qui se touchent, hein, c'est un moyen très habile de voir que et vous êtes si dès que vous partez dans les rêves, hop, ça les pouces s'écartent ou descendent, etc. Si vous êtes trop concentré, vous allez voir, vous allez pousser, vous allez, hop, ça va monter, hein. Voilà. Donc, c'est des petits moyens, hein, que les grands méditants donc de cette tradition en fait ont vu. C'est très simple, mais très très efficace. Donc, s'intéresser vraiment à la posture, parce que la méditation zazen, c'est avant tout la posture. Disons, intéressez-vous effectivement à voir comment elle est décrite, hein, dans cette tradition. Par contre, là, je vous conseille simplement donc de vous asseoir confortablement, hein, comme on l'a toujours fait. Si possible, le dos droit. Bon, ici, pour la vidéo, je suis sur une chaise, disons. Bon, mon dos est collé, disons, au dossier, mais vaut mieux ne pas, disons, coller le dos au dossier. Dans cette méditation, on garde les yeux ouverts. Alors, naturellement, on les garde pas ouverts, grands ouverts comme ça, hein. C'est en fait un regard complètement détendu qui regarde dans le vide, hein. On dit idéalement qu'on essaie de fixer un point suspendu ici dans le vide. Grosso modo, on vide le regard, hein. Donc souvent, les paupières descendent, donc les yeux restent à mi-ouverts, un petit peu comme sur les, les gravures, hein, les, des petites statues, hein, qui représentent un Bouddha en train de méditer. Voilà, donc on cherche effectivement à ne se fermer à rien, y compris, disons, disons, ce qui va nous toucher par le regard, hein. On est vraiment dans cet objectif d'accepter tout ce qui vient à nous, mais sans s'engager en rien. Voilà, hein, donc le regard va rester légèrement ouvert. Donc, trouver, disons, la manière de garder les yeux ouverts qui reste confortable pour vous, en fixant effectivement un point imaginaire à 1 mètre devant vous, suspendu dans le vide, hein, sans chercher surtout à ne rien fixer, à ne vous concentrez pas sur un point, surtout pas. Simplement laissez le regard vide. Et prenez conscience de la totalité de votre posture. Prenez conscience également du souffle qui anime cette posture. Ne rejetez rien, acceptez, mais sans le suivre, sans vous engager, tout ce qui peut venir vers vous de l'extérieur, si vous entendez des bruits. Moi, j'ai des chants d'oiseaux. En ce moment, ce qui vient de l'intérieur, donc vous voyez, là, je suis déjà rentré dans une cogitation mentale, hein, parce que j'ai quitté des mots. On est simplement là, assis,
le dos droit, sans rien repousser, mais sans rien saisir non plus. Traditionnellement, on dit, on repousse la terre avec notre séant et le ciel avec le dessus de la tête. Juste conscience de ce corps et du souffle qui l'anime. Simplement la vie. On va rester quelques instants. Ainsi. Naturellement, dès à chaque fois que vous voyez que votre mental s'est embarqué dans quelque chose, revenez au corps et au souffle qui l'anime. Juste ça. Et de manière détendue. Sans violence. Vous avez deux grands principes. On va pas, sur une vidéo naturellement, rester 10 minutes disons, à faire sa méditation. Je vous encourage vivement à essayer, disons, de la faire, hein, et là, essayer pendant au moins 10 minutes de, de pratiquer avec cet état d'esprit particulier du zen. Hein, pour, pour moi, c'est vraiment un, un bol d'air frais à chaque fois que je m'y engage. Naturellement, ça prend du temps. Hein, encore une fois, si quelque chose dans les mots que je viens d'utiliser vous vous a parlé, bah, essayez d'en savoir plus, hein, creusez. Hein, c'est pas avec une vidéo de quelques minutes naturellement que je vais expliquer Zazen. Hein, l'idée, c'était vraiment de démystifier un petit peu, mettre quand même les grands principes en avant. Hein, c'est un petit peu l'objectif de cette série de vidéos pour qu'après les personnes puissent choisir les méditations bah, qui leur conviennent plus. Cette pratique, pour moi, il y a aussi au niveau apprentissage, hein, disons, plus large, m'a beaucoup appris sur la notion d'interdépendance. Hein. On avait vu que Vipassana, hein, dans les autres vidéos précédentes, nous ouvrait vraiment à l'impermanence. Hein. On n'avait pas besoin de théorie, hein, on la vivait. Bah, si vous prenez l'habitude de pratiquer Zazen, vous verrez que, naturellement, comme pour toutes les méditations, à un certain moment, bah, votre mental, hein, ça se fait pas tout seul, hein, disons. Même les méditants, disons, chevronnés, il y a des jours où on est plus énervé, bah, il y a des pensées qui vont passer, etc. Mais très vite, en fait, cette pratique-là va
notamment à la fin des méditations, hein, quand on se fait un petit débrief de ce qui s'est passé, est-ce que ça s'est bien passé, etc. Souvent, on arrive à reconstituer, disons, le cheminement de ce qui s'est passé en nous, et on voit souvent que si d'un coup je suis parti, j'ai suivi une idée, ben c'était parce que derrière, ben, il y a eu quelque chose qui s'est passé, par exemple un coup de klaxon dans la rue, hein, qui m'a hop d'un coup sorti de ma méditation, et par association mentale, je suis parti sur autre chose. C'est vraiment une méditation idéale pour, disons, pour apprendre, mais de manière pratique, hein, concrète, pas théorique, la notion d'interdépendance de tout ce qui se passe en nous. Voilà. Et je voudrais peut-être juste rajouter deux, trois petites choses, hein, parce qu'on va faire une seule vidéo là-dessus. On parlait, disons, on a parlé plusieurs fois de cartographie euh, mentale. Bon, là, je vais pas j'en ai fait une effectivement dans mon livre, hein, sur Zazen. Bon, je vais simplement vous la résumer euh, oralement. Donc, quand on est dans cette première phase où on essaie de pas s'engager dans les pensées qui peuvent remonter, les images qui remonter, etc. Euh, c'est assez intéressant, et c'est là qu'on voit la manière dont on médite. Disons, les vécus peuvent être différents. C'est assez net. Cette cartographie, hein, pour bien la situer, nous avait été proposée par, disons, un enseignant zen, hein, donc, euh, et qui donc nous avait fait tout un exposé sur, disons, des vécus jusqu'au satyre. Oui, naturellement, comme toutes les cartographies, hein, ce ne sont pas des absolus, hein, il y a naturellement pas une suite logique à chaque fois, mais disons, ça peut, disons, ça se passe comme ça souvent. Voilà. D'ailleurs, ma propre pratique, hein, disons, m'a permis effectivement, disons, de vérifier certains points de cette cartographie. La première, quand vraiment, au début de la méditation, on commence à être bien là, hein, et sans s'engager dans la pensée, simplement présent, présence au corps et au souffle, juste ce qui vit, voilà, conscient de la vie. À certains moments, il y a une sorte d'absence de peur qui s'installe. C'est assez flagrant, hein, disons. Je me souviens, on est là, tout pourrait arriver, hein, disons, et en fait, ça nous toucherait pas. Hein. Ce maître zen nous disait, ben, quand on est dans cette étape, quelqu'un pourrait venir éventuellement, même avec une arme, on n'aurait pas peur. Voilà. Hein. Bon, on est au Japon, hein, donc ces pratiques étaient aussi beaucoup, disons, pratiqué par les samouraïs, hein, donc par ailleurs, et on sait que c'était des grands guerriers, donc c'est peut-être pas, disons, étranger non plus, hein, disons que il aient adopté ce genre d'approche, hein, qui aboutit à un certain moment. On est dans la vie, hein, donc la, la vie continue tout le temps. Hein. Il y a tout un enseignement derrière aussi. Bon, je vais pas m'apesantir là-dessus. La deuxième étape, hein, que j'ai bien vécue également, c'est à certains moments, vous pouvez avoir l'apparition de sons, des images qui vous viennent d'un coup. C'est très très déstabilisant. Hein. Euh, Là, l'enseignant nous parlait, disons, de la porte de l'inconscient qui s'ouvre. Donc il n'y a rien de magique là-dedans, hein, mais vous pouvez avoir des choses très profondément inscrites en nous qui d'un coup vont monter. Voilà. Hein, mais il faut simplement laisser faire et revenir à la posture et au souffle. Voilà. Bon, dans le cadre de cette tradition, hein, l'étape suivante, en fait, j'ai encore pu, disons, la vivre, hein, mais disons, naturellement, aller jusqu'au bout. Hein, on peut pas naturellement maîtriser toutes les traditions. Hein. L'étape suivante, disons, il y a une expansion de conscience qui est assez remarquable, puisqu'on a l'impression que nous-mêmes, donc forcément, hein, si on a cette impression, il y a encore une conscience du corps qui en fait va s'élargir et on se retrouve partout. Hein. C'est assez rapide, hein, c'est pas progressif, en tout cas comme je l'ai vécu à titre personnel. Et on retrouve cette notion, disons, de joie. Euh, Quand le cœur s'ouvre, d'un coup, voilà, la joie est là et on va arriver dans ce sentiment de pure présence dont on a déjà longuement parlé dans les méditations avec Patanjali, etc. Voilà. Donc, pour Zazen, mon expérience s'arrête là.
en tout cas de la manière dont on me l'a appris. Et derrière, qu'est-ce qui va se passer? Euh, il va y avoir donc ce maître zen nous parler d'une succession de vides, voilà. Bon, là, c'est en relation avec cette notion très importante, disons, dans le bouddhisme de vacuité, euh, qui aboutit, naturellement, là aussi, hein, c'est pas mécanique, hein, ça vient ou ça vient pas, hein, à un satori. Et donc là, c'est une sorte de fulgurance où on se retrouverait, on pourrait dire, euh, bon, je peux pas l'affirmer dans la mesure où je peux pas comparer à titre personnel les deux vécus, mais disons, on peut le mettre au même niveau, en tout cas, hein, sur le processus de méditation de ce qu'en Inde on appellerait samadhi. Voilà. Et quand ce satori, comme on vient de le préciser juste avant, nous amène dans notre nature de Bouddha, donc dans un éveil, hein, à ce qui est. Voilà. Mais de manière complètement totale. Donc, dans le zen, contrairement à ce qu'on avait dit dans Vipassana, etc., euh, on, on parle effectivement d'une expérience, hein, disons donc euh, très forte. Hein. Vipassana, par exemple, ne cherche pas du tout cette expérience. D'ailleurs, comme je l'ai dit, même Zazen, hein, le militant va pas simplement s'asseoir avec une volonté, allez, maintenant je fais Satori, sinon effectivement elle est sûre de jamais y arriver. Mais en fait, ce phénomène peut arriver. Hein, et dans Vipassana, vu le processus de méditation, c'est autre chose. On est vraiment, en fait, dans un processus de compréhension et de connaissance, mais par la pratique, disons, dans Vipassana, qui va nous permettre, en fait, de nous enlever les illusions une à une. Ici, on a possibilité, effectivement, d'aboutir à une expérience extrêmement profonde, hein, et naturellement très marquante pour tous ceux qui l'ont eu. Voilà. Voilà, j'arrête là. Hein, disons, comme je l'avais écrit dans mon livre, hein, disons, tout enseignant cherche à partager son savoir, en tout cas ce qu'il a appris, hein, puisqu'en méditation, naturellement, on n'invente rien. Je pense, et on peut effectivement, disons, s'inspirer des sciences cognitives actuellement pour mieux expliquer les choses, peut-être amener, disons, des approches, disons, plus liées aux thérapies, donc pour soigner, ça oui, mais la méditation en elle-même, bon, voilà, je ne pense pas qu'on soit capable d'apporter plus que ce que sur des centaines d'années ou voire des milliers d'années pour certaines pratiques, disons des maîtres qui ont consacré leur vie à ça, ont pu vivre en eux-mêmes. Voilà, donc c'est des grands cadeaux qu'ils nous font, hein, et on a certainement plus de chances d'aboutir sur une voie, notamment spirituelle, hein, si on est dans une démarche spirituelle, à bien suivre des enseignements traditionnels à ce niveau-là. Hein. Voilà, donc ce que je voulais dire sur Zazen. Hein. Voilà, donc essayez, disons, si ça vous parle, d'en savoir plus. Hein, commencez à méditer un petit peu avec cette approche-là, voir si ça vous parle, et après, naturellement, pratiquer avec une communauté. Hein, disons, pratiquer en groupe est très stimulant. Hein, c'est assez paradoxal puisque effectivement, chacun reste, disons, euh, avec soi-même, mais il y a une sorte euh, voilà, il y a une sorte d'alchimie qui se crée dans un groupe qui fait que voilà, on est entraîné et dans des méditations, disons, de ce style-là, qui sont pas simples. Hein, il faut essayer de rester assis une demi-heure, trois quarts d'heure, en essayant simplement assis là, sans s'engager dans rien, aucune pensée. Vous verrez que c'est pas simple du tout. Ça nécessite souvent des partages, hein, pour pas se décourager avec un enseignement, avec d'autres pratiquants, pour pouvoir, ils ont discuté des vécus, des difficultés, etc., pour pouvoir avancer. Et le grand trésor qu'on a aujourd'hui, en Inde, on dit, c'est le Kali Yuga nous amène beaucoup de malheurs, mais il nous apporte aussi, disons, un grand bienfait. C'est qu'aujourd'hui, on a la chance d'accéder à, disons, à tous les enseignements de toutes les grandes traditions,
justement. Hein. C'est une des caractéristiques de cette sage de fer, c'est d'ouvrir un maximum de monde, disons, tous les enseignements, même secrets, hein, et qui donnent à tous la possibilité, disons, d'avoir, disons, tous les conseils qu'il faut pour s'éveiller un jour. Voilà, ou en tout cas de nous amener vers l'éveil. Voilà. Voilà, j'arrête là. Hein, comme je l'avais écrit, un enseignant zen, en tout cas un maître zen, m'aurait certainement, disons, tapé dans le dos pour m'encourager à faire cette vidéo ou à parler effectivement, à essayer d'expliquer, de convaincre pour que les gens se mettent donc à cette pratique, hein, très bénéfique, hein, comme beaucoup de pratiques méditatives, mais en même temps, il m'aurait certainement envoyé sa tongue à la tête pour l'avoir fait, parce que parler du zen, c'est déjà, disons, trop. Hein. Zazen, c'est, disons, parler de zazen, pardon, c'est déjà trop. Zazen, c'est avant tout pratiquer, bonne pratique.